Place à notre chronique du lundi, place à l'arène diplomatique. Bonsoir Jérémy Gallon. Bonsoir. Merci d'être présent. La semaine dernière, Ursula von der Leyen a annoncé la composition de la toute nouvelle Commission européenne alors que ses futurs commissaires seront auditionnés par le Parlement européen au cours des prochaines semaines. Vous vouliez revenir aujourd'hui sur les figures qui façonneront la diplomatie européenne, notamment l'ancienne première ministre estonienne Kaja Kallas. Oui, au début de l'été, on s'en souvient, les dirigeants de l'Union européenne ont nommé à la tête de l'Union 3 leaders. Ursula von der Leyen, qui a été renouvelée à la présidence de la Commission européenne, l'ancien Premier ministre portugais António Costa, qui prend la succession de Charles Michel comme président du Conseil européen, et effectivement l'ancienne Première ministre estonienne, Kaja Kallas, à la tête de la diplomatie européenne. Parce que, et ça, beaucoup de nos concitoyens ne le savent pas, depuis 2010, l'Union européenne est dotée d'un service diplomatique qui s'appelle le Service européen pour l'action extérieure. Il a été institué par le traité de Lisbonne, et à l'époque, l'objectif était assez simple, c'était que l'Europe porte et parle d'une seule voix sur la scène internationale. C'était une idée sous-jacente très simple, face aux États-Unis, face à la Chine, face à l'Inde. Si les États membres vont tout seuls, défendent seuls leurs intérêts, ils n'ont pas nécessairement le poids démographique, politique, géopolitique. Et donc, il faut une voix, la voix européenne, au moins sur un certain nombre de sujets. Mais Jérémy, la mission de Kaja Kallas s'annonce extrêmement compliquée. Alors moi, j'ai été diplomate pour l'Union européenne, donc j'ai vu au sein de ce service européen pour l'action extérieure la force et les faiblesses de notre diplomatie. La plus grande force, ce sont les femmes et les hommes qui composent notre diplomatie européenne. Ce sont des diplomates qui viennent des 27 États membres et qui sont mus par la volonté de bâtir une diplomatie commune, de mettre de côté leurs intérêts nationaux pour essayer de servir l'intérêt général européen. Mais il y a des obstacles structurels très forts auxquels fait face cette diplomatie européenne. Le premier, c'est de bâtir une diplomatie avec des États membres qui, historiquement, ont des perspectives stratégiques, des histoires, des cultures, des positionnements géographiques différents. Il y a historiquement dans l'Union européenne des États qui regardent plus vers la Russie. Il suffit de regarder sur le flanc Est. Il y a d'autres États membres qui, du fait du défi migratoire, du fait de la menace terroriste, du fait aussi des opportunités et de leur histoire avec l'Afrique, regardent plus vers la Méditerranée. On voit bien que sur la relation transatlantique, sur la Chine, sur le conflit israélo-palestinien, on n'a pas nécessairement les mêmes positions. Ça, c'est le premier grand défi. Il y a un deuxième défi pour la diplomatie européenne, c'est de trouver sa place par rapport aux diplomaties des États membres. Et notamment par rapport aux diplomaties des grands États membres. La France, membre permanent du Conseil de sécurité, l'Allemagne et d'autres veulent garder des prérogatives très fortes. Quand on parle de diplomatie, on parle de ce qui est au cœur de la souveraineté. Et donc ça, c'est un vrai enjeu pour la diplomatie européenne. Troisièmement, la diplomatie européenne est confrontée depuis ses débuts à des faiblesses structurelles liées au fonctionnement même de l'Union européenne. Je vais en citer simplement 2. Le premier, c'est le vote à l'unanimité en politique étrangère. Toute décision en politique étrangère doit être prise à l'unanimité. Ce qui empêche l'Union européenne souvent d'être réactive, d'être crédible à l'égard de nos partenaires à l'international. Un exemple très simple. Quand Loukachenko, en Biélorussie, avait, de manière terrible, réprimer sa population, il avait fallu attendre des semaines pour que l'Union européenne prenne des sanctions, parce qu'un des États membres disait non, on veut, sur un sujet qui n'avait rien à voir sur la Turquie, on veut que l'Union européenne prenne position. Tant que l'Union européenne ne prendra pas position sur ce sujet-là, on bloquera. Ça, c'est un vrai problème. Deuxièmement, le fonctionnement en silo. La force d'une diplomatie, c'est quand vous êtes capable de parler de diplomatie, en mêlant cela avec votre politique migratoire, votre politique d'aide au développement, votre politique énergétique. Or, aujourd'hui, trop souvent, la Commission européenne travaille en silo et donc on a du mal à coordonner ces différents pans de notre politique étrangère. Puis, dernier point, c'était Albert Camus, on lui attribue ce mot qui disait « mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde ». On ne parle pas de ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, ce que tous nos concitoyens comprendraient. On parle de haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. D'ailleurs, ce jargon, c'est quoi? C'est simplement des ministres des Affaires étrangères au niveau des États membres qui ne voulaient pas avoir l'ombre de quelqu'un au niveau européen. On ne parle pas d'ambassade de l'Union européenne, on parle de délégation de l'Union européenne. Si on avait voulu affaiblir l'Union européenne et sa diplomatie dès le début, on ne s'y serait pas mieux pris. Ouais, déjà que c'est déjà assez compliqué comme ça, l'Union européenne. Si en plus de ça, on se rajoute nous-mêmes des difficultés. Jérémy, pourtant, vous pensez que Kaja Kallas est doté, pour le coup, de vrais atouts. Alors, à la tête de la diplomatie européenne, on a vu 3 figures se succéder. La Britannique Catherine Ashton, l'Italienne Federica Mogherini et plus récemment l'Espagnol, ancien ministre des Affaires étrangères, Josep Borrell. 3 personnes dotées de qualité mais qui ont peiné à incarner la diplomatie européenne. Si on regarde les sujets sur lesquels la diplomatie européenne s'est positionnée, les 2 seuls où vraiment l'Union européenne a une voix, ça date en fait des débuts de la diplomatie européenne, 2010-2011, c'est l'accord sur le nucléaire iranien et c'est les négociations entre la Serbie et le Kosovo. Depuis, on voit
que la diplomatie européenne a eu du mal à exister. Borrell, au cours des 5 dernières années, est très pris en étau entre Ursula von der Leyen et Charles Michel. Et je pense que dans ce contexte-là, la nomination de Kaja Kallas est une excellente nouvelle. D'abord, c'est une ancienne chef de gouvernement. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va être considérée comme une paire par les autres chefs d'État et de gouvernement des États membres de l'Union européenne. Donc ça va donner du poids à sa voix et donc du poids à la diplomatie européenne. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui, depuis le début de la guerre en Ukraine, a montré qu'elle avait du courage, qu'elle avait du charisme. Et à un moment donné, cette fonction de haut représentante, il faut l'incarner, il faut lui donner de la chair. Et ça, Kaja Kallas l'a. Troisièmement, elle a un lien de confiance avec Ursula von der Leyen qui va être essentiel. Parce que si la présidente de la Commission européenne et la haut représentante ne travaillent pas main dans la main, c'est extrêmement difficile. Alors j'ai bien noté que parce qu'elle est estonienne, beaucoup se sont inquiétés du fait qu'elle n'aurait que son regard tourné vers la Russie. Je lui fais confiance pour être assez stratège, assez fine politiquement, pour comprendre qu'elle doit justement positionner l'Union européenne sur d'autres dossiers, le Moyen-Orient, mais aussi des crises aujourd'hui oubliées. Je pense à la crise au Soudan, crise humanitaire terrible, où finalement l'Union européenne aurait un rôle clé à jouer et où notre avenir se joue en Afrique. Et puis, dernier point, je pense qu'il faut qu'elle repositionne le service européen pour l'action extérieure, pas pour en faire nécessairement un concurrent des services diplomatiques nationaux et de nos ambassades sur le terrain, mais au contraire pour être une boîte à idées pour la diplomatie européenne et pour développer une pensée stratégique européenne. Ouais, vous l'avez déjà dit à demi-mot, mais est-ce que cette nomination, finalement, Jérémy, ne dit pas non plus le basculement du centre de gravité de l'Union européenne vers l'est de l'Europe ? Ce qui est très intéressant, c'est que Kaja Kallas, estonienne, est nommée à la tête de la diplomatie européenne, mais on voit aussi que le premier commissaire européen à la défense sera lituanien, c'est l'ancien Premier ministre Andrius Kubilius. On voit que le commissaire en charge du budget, s'il est confirmé évidemment par le Parlement européen, sera Piotr Serafin, polonais. Et donc ce commissaire au budget, c'est essentiel, parce que va être discuté bientôt les 7 prochaines années du budget. C'est lui donc qui jouera un rôle clé pour décider ce qui est alloué en termes de fonds à la diplomatie européenne et à la défense. Et donc oui, et on pourrait aussi parler de l'aide au développement qui va être sous le Tchèque Jozef Sikila. Et donc on voit bien qu'il y a un basculement du centre de gravité vers l'Est. Et ça, je pense que les États, notamment d'Europe occidentale, doivent le comprendre. Il est fini le temps où quelques puissances d'Europe occidentale pouvaient dessiner des axes stratégiques de l'Union européenne. Une chancellerie, une capitale comme Berlin l'a bien compris depuis longtemps. Je pense que d'autres capitales, et notamment Paris, devraient enfin en prendre conscience. On a bien compris de quoi parlait Jérémy Gallon, ce fameux couple franco-allemand qui ne serait plus que l'ombre de lui-même aujourd'hui. Ça, ce sont mes mots. Merci beaucoup Jérémy Gallon. Toujours un plaisir et toujours passionnant de vous écouter, de nous parler de diplomatie. C'est tous les lundis dans Bonsoir le débat.